Nous voilà connectés. Super. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinar de la team Tierfes. Et vous allez découvrir un nouveau visage aujourd'hui. C'est la grande première d'Anaël. Oui. Je suis super content de faire ce webinaire avec Miss Bernier qui s'occupe de la gestion de toutes les campagnes de pub à l'agence aujourd'hui. Ouais. Je l'ai fait pendant un temps, mais ça fait déjà un petit moment que c'est Anaël qui a repris la gestion des campagnes. Donc elle est particulièrement bien placée pour vous parler du sujet du jour, à savoir comment faire pour augmenter la notoriété de votre marque sur les réseaux sociaux grâce aux social ads. Deux petits points avant qu'on commence. Le premier, c'est que aujourd'hui on va ne se parler, on va ne se parler, ouais. On va se parler que de Noto. On a volontairement mis de côté tous les objectifs, génération de leads, conversion, etc. parce que ça, ça fera l'objet de d'autres webinars. C'est des sujets qui méritent d'être traités séparément. On voulait pas tout mélanger. Notre enjeu étant de réussir à faire tenir ce webinar en une trentaine de minutes. Et donc, si on avait évoqué un petit peu tous ces sujets-là, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et du coup, le corollaire de ça aussi, c'est que comme on veut tenir en 30 minutes et qu'on n'a pas forcément, enfin, on va avoir des gens avec des niveaux assez différents qui seront spectateurs du webinaire, on s'est focalisé plutôt sur des considérations assez stratégiques, d'essayer de comprendre comment on peut utiliser la pub pour atteindre cet objectif stratégique-là qui est augmenter la notoriété de la marque sur les réseaux. Et on fera des vidéos séparées. On est en train de travailler sur une petite surprise avec toute l'équipe web market de Tierfes qui, je l'espère, verra le jour dans le courant de l'été. On aura des vidéos qui seront plus actionnables, plus step by step sur comment appréhender les régies des différentes plateformes. Donc aujourd'hui, on va se parler noto et stratégie sur vraiment comment comprendre comment on peut utiliser ces outils-là pour aller servir des objectifs de notoriété. Donc, si on reprend, l'objectif du webinar, on se le reformule en une phrase, c'est vraiment vous aider à comprendre comment la publicité peut vous permettre d'atteindre vos objectifs de notoriété. Et donc, pour ça, on a un plan en plusieurs parties. On va commencer par le début, qui est quelque chose qui est, je pense, encore parfois un peu sous-estimé, mal investi, qui est la question de comment on fait pour définir son public cible à travers ce prisme-là de ce que nous permettent de faire les régies publicitaires aujourd'hui, parce que forcément, en fonction de la plateforme et la façon dont les régies ont été construites, on a des contraintes qui sont plus ou moins importantes, on a une marge de manœuvre qui est plus ou moins importante avec laquelle on va devoir composer sur le fait de savoir comment est-ce qu'on va réussir à isoler l'audience qu'on cherche à toucher sur la base des critères de ciblage qu'on va avoir à disposition aujourd'hui sur les différents réseaux. Et notre parti pris chez Tierfest, c'est de se dire que globalement, il faut qu'on ait une approche, on en parlera juste après, la plus holistique possible de la définition du public cible et de pas rester dans des considérations de surface. On reviendra dessus juste après. Donc, notre enjeu là, c'est vraiment de réussir à définir avec précision les personnes qu'on cherche à toucher afin de pouvoir déterminer où et comment leur parler. Globalement, notre enjeu, il se situe à ce niveau-là. Et la conception qu'on a aujourd'hui chez Tierfest de définir le public cible, définir l'audience cible, elle est d'avoir une approche qui soit la plus globale possible des caractéristiques de cette audience en particulier. Et de pas se contenter, on va dire, de ciblage ou de critères de ciblage qui soient un peu unidimensionnels, comme ça peut être le cas parfois. Souvent, on va voir que la plupart des annonceurs avec lesquels on travaille, et je pense que c'est pas spécifique aux gens avec lesquels on travaille aujourd'hui, mais je pense que c'est un biais cognitif entre guillemets qu'on pourrait tous avoir quand on pense ciblage publicitaire. Assez spontanément, on va avoir tendance à aller chercher principalement nos concurrents, par exemple, de se dire bah moi mon enjeu c'est d'aller gratter des parts de marché auprès de mes concurrents et donc je vais aller chercher des gens qui sont déjà fans de mes concurrents et qui potentiellement pourraient être intéressés par ce que je peux avoir à proposer. C'est effectivement une dimension, c'est une porte d'entrée qu'on va pouvoir avoir quand on va réfléchir au travail qu'on va faire sur la définition de l'audience cible. Mais ce qu'on aimerait faire avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est vous inviter à prendre un petit peu de hauteur, essayer de vous demander comment est-ce que vous pouvez réfléchir sur une approche qui soit un petit peu plus globale avec certes les concurrents,
mais aussi les marques affinitaires. Par marque affinitaire, on entend toutes les marques qui sont complémentaires à la vôtre, donc c'est-à-dire les gens qui vont être sur le même univers, sur le même instant de consommation, mais qui sont des produits qui ne sont pas vos concurrents directs. Comment est-ce que vous pouvez vous servir aussi de ça comme d'un moyen d'aller se dire, bah en fait, les gens qui consomment mes produits, ils consomment aussi les produits de la marque X, donc ça a un intérêt pour moi d'aller cibler les gens qui suivent cette marque-là parce que potentiellement, je sais qu'ils peuvent être intéressés par ce que j'ai à proposer. Il va y avoir toute l'approche euh, média influence, qui est quelque chose qui est pas forcément très bien investi par les marques, dans le sens où ils vont avoir tendance à penser leur audience cible à travers le prisme consommateur, ne voir que l'acte d'achat, en oubliant un peu que des fois les gens, les individus ne sont pas que des acheteurs. Les individus, c'est aussi des gens qui consomment du contenu de manière globale sur les réseaux. Et aujourd'hui, on a la chance, sur un certain nombre de régies publicitaires, de pouvoir aller cibler des gens qui sont certes pas directement dans votre secteur d'activité, mais qui pourraient correspondre à des créateurs de contenu, des influenceurs, des médias qui sont suivis par votre audience cible, et donc un petit peu par triangulation réussir à avoir une approche qui soit la plus globale possible de votre audience, et de pas raisonner seulement à travers le prisme de votre marché, mais bien de vous dire, si je prends en considération l'individu qui a derrière l'acheteur, comment est-ce que je peux avoir un portrait robot de cet individu-là qui soit le plus complet et le plus global possible. Pour ça, nous, on a une trame et un outil qu'on utilise chez Tierfest, qui est ce qu'on appelle le persona social media. C'est un peu l'autre écueil dans lequel on peut voir aussi tomber pas mal de marques qui, quand ils font ce travail sur leur persona, le font de manière très globale, sur des considérations qui sont souvent sociodémographiques, socio-professionnelles, parfois sur des habitudes de consommation, mais qui restent toujours à travers ce prisme marché. Et nous, notre enjeu, c'est de nous dire comment est-ce qu'on va aller créer des outils qui vont nous permettre de prendre de la hauteur et de sortir de ce truc-là, comment on va considérer l'individu derrière l'acheteur, mais surtout comment on va essayer d'avoir un prisme qui soit très orienté habitudes de consommation, contenus digitaux. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, on a mis une petite capture d'écran du template qu'on a créé. Euh, je viens juste de voir le commentaire d'Anthony, ça m'a perturbé. Coucou Anthony, si tu nous regardes, content de t'avoir parmi nous. Et donc notre enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une grille de lecture qui soit la plus exhaustive et la plus complète possible. Donc sur quelle est la plateforme préférée de la personne, quelles sont les plateformes secondaires. Donc plateforme préférée, celle sur laquelle elle passe le plus de temps. Plateforme secondaire, c'est les plateformes pour lesquelles elle a un usage qui serait peut-être un petit peu plus anecdotique et plus ponctuel, mais sur lequel elle est quand même présente. Quelle marque est-ce qu'elle suit? Donc ça, c'est les marques affinitaires, les concurrents, mais aussi potentiellement se poser la question de savoir globalement sur le profil de consommateur qu'on va chercher à aller toucher, quelles sont les marques qu'elle peut suivre, les créateurs de contenu qu'elle suit, les médias qu'elle suit, le tout à travers ce prisme 100% à minima digital et a fortiori social media, quoi. Ça, c'est vraiment la grille de lecture qu'on a aujourd'hui pour essayer d'avoir une appréciation qui soit la plus globale possible. Donc une fois qu'on a fait ce travail de se dire à qui est-ce qu'on parle, où on leur parle, comment on leur parle, en essayant de prendre du recul et d'avoir une appréciation qui soit plus globale de la personne qu'on va chercher à toucher, se pose la question de savoir du coup, maintenant qu'on sait qui on cherche à toucher, sur quelle plateforme est-ce que cette personne-là est présente, mais parmi les plateformes sur lesquelles elle est présente, laquelle est la plus indiquée pour atteindre nos objectifs. Et donc je vais laisser la parole à Anaëlle pour Oui. elle vous en dise un peu plus sur les spécificités des différentes plateformes et comment on fait pour faire les arbitrages qui s'avèrent nécessaires. Oui, voilà, en fonction de votre cible, du coup, vous allez avoir une ou plusieurs plateformes qui va vous permettre d'adresser votre cible. Et chacune de ces plateformes présente des avantages et des inconvénients. Donc, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, tout d'abord, Pinterest, c'est très bien quand on est sur certains secteurs d'activité comme la mode, la food, la déco, c'est très adapté à Pinterest. Par contre, l'inconvénient de cette plateforme, c'est que ce sera beaucoup plus inspirationnel et moins adapté à la notoriété. Mais c'est tout à fait possible de faire de la notoriété sur cette plateforme quand même. Pour YouTube, bah, c'est le second réseau social média le plus utilisé. Vous pouvez adresser un grand nombre de personnes sur cette plateforme. Aussi, YouTube, l'avantage, c'est qu'on peut y diffuser des vidéos courtes et longues, contrairement aux autres réseaux sociaux où seulement les formats courts sont mis en avant et sont autorisés. L'inconvénient de YouTube, ben, c'est qu'on peut pas, par contre, y diffuser des statiques, donc ça va être uniquement les vidéos.
Mais par contre, on peut aussi bien y diffuser les vidéos au format portrait qu'au format paysage. Pour LinkedIn, ben, l'avantage, c'est que c'est la plateforme incontournable pour le B2B. Et par contre, du coup, en conséquence, les coûts de diffusion sont un peu élevés, enfin, sont beaucoup plus élevés que les autres plateformes. Voilà. Pour Instagram, c'est l'idéal pour la notoriété. Les coûts de diffusion, ils sont raisonnables. Et par contre, l'inconvénient, c'est que les contenus, ils doivent être esthétiques, travaillés, et ils doivent être percutants pour pouvoir plaire à votre audience. Pour Facebook, ben, c'est le réseau social avec le plus d'inscrits, donc il y a de nombreuses personnes sur cette plateforme. Par contre, elle est utilisée majoritairement par des personnes un peu plus matures. C'est moins adapté pour une cible plus jeune, mais par contre, les coûts de diffusion sont très peu élevés, notamment parce que de moins en moins d'entreprises veulent diffuser sur cette plateforme, mais plutôt sur Instagram. Et enfin, TikTok, donc l'inconvénient, c'est le même que YouTube, c'est qu'on peut pas y diffuser de statique. Mais par contre, l'avantage sur cette plateforme, c'est que vous allez y retrouver une audience exclusive, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont inscrites sur ce réseau social et qui sont sur aucun autre réseau, donc vous allez pouvoir toucher une audience que vous ne pourrez pas forcément toucher ailleurs. Et comme Instagram, les coûts de diffusion sont pas très élevés sur TikTok. À voir comment ça va évoluer sur la partie coût de diffusion, parce que c'est quelque chose qui est très dynamique, c'est un environnement qui évolue constamment. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui sont complètement novices, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre niveau de connaissance sur ces sujets-là. C'est intéressant pour nous de savoir est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt novices ou est-ce qu'on a des aficionados, des professionnels du social ads. Ça nous aide ça va nous aider sur la suite du webinaire aussi à un peu plus adapter le propos. Mais pour les gens qui savent pas comment fonctionnent les régies publicitaires, globalement, elles ont toutes le même mode de fonctionnement, c'est des systèmes d'enchères. Donc à un moment, on va avoir annonceur A, annonceur B, qui vont vouloir se positionner sur un certain nombre de critères de ciblage. Donc ça peut être les fameux critères sociodémographiques qu'on a évoqués, les critères de centre d'intérêt, les mots-clés sur certaines des plateformes. Et en fait, après, ça va être un jeu d'enchères. Qui est prêt à payer le plus cher, entre guillemets, ou en tout cas, les coûts vont s'ajuster de façon dynamique en fonction du niveau de compétition et du niveau de concurrence. Donc ça veut dire aussi que moins on a de marques qui diffusent sur une plateforme donnée, moins les coûts sont élevés, mais potentiellement une plateforme comme TikTok qui jusqu'à l'année dernière cherchait encore son modèle entre guillemets où la régie publicitaire était encore en cours de construction parce qu'on a vu beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont sorties en 2022 qui là va arriver à un niveau de maturité qui sera peut-être un petit peu plus élevé parce que audience plus mature aussi, plus de maturité sur la régie publicitaire, les fonctionnalités qui sont proposées, le modèle aussi qu'ils vont construire autour de ça, plus on va avoir d'annonceurs arriver et potentiellement plus les coûts vont être importants. Donc à voir comment ça évolue dans les mois à venir, mais c'est important de garder dans un coin de la tête que c'est quelque chose qui est dynamique et qui évolue pas mal. Mais au moins cette grille de lecture-là nous permet de nous dire, ok, quels sont les inconvénients, les avantages de chacune des plateformes, et surtout quelle peuvent être la complémentarité entre les différentes plateformes. Nous, on n'est pas là pour préconiser une plateforme plutôt qu'une autre. Ça va être le cas d'usage, les contraintes et les enjeux et les problématiques de la marque qui vont dicter sur quelle plateforme on va choisir d'aller. Ce qui nous amène à ces jolies matrices. L'idée, c'est de se dire que sur la base de votre cahier des charges, vous allez être capable ou être en mesure de pouvoir dessiner une matrice comme celle-ci avec 4 cadrans, grosso modo, avec, on va dire, les angles qui sont les plus importants pour vous. Et ensuite, de pouvoir de façon assez schématique positionner les différentes plateformes. Là, j'ai pris un exemple qui est de façon assez caricaturale. On cherche à toucher des jeunes, on cherche à toucher des vieux, entre guillemets. On veut vexer personne. On fait du B2B, on fait du B2C. Et du coup, si je me dis que globalement, mes enjeux, ils sont plutôt à ce niveau-là et je dois être en mesure de déterminer quelle est la plateforme la plus indiquée par rapport à ce cahier des charges qui sont mes critères, bah, je peux essayer comme ça, sur la base des contraintes qu'on a évoquées et des opportunités qu'on a évoquées juste avant, de positionner les différentes plateformes. Mais je pourrais faire la même chose en me disant,
bah, j'ai des contenus disponibles et en fonction des contenus que j'ai déjà, que je cherche à valoriser à travers la publicité, je vais pouvoir avoir une autre grille de lecture qui est de se dire, est-ce que j'ai des contenus dynamiques ou des contenus statiques? Est-ce que j'ai des contenus divertissants ou éducatifs? Et en fonction de ça, il y aura des plateformes qui seront plus adaptées que d'autres à la valorisation de ces contenus. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous dire, sur la base des éléments d'information qu'on vous a communiqués, comment est-ce que vous pouvez dessiner votre propre grille d'analyse sur la base des critères qui sont importants pour vous ou des contraintes avec lesquelles vous devez composer et de réussir à positionner les différentes plateformes sur ces critères-là pour pouvoir arbitrer les choix que vous auriez à faire en vous disant bah, je vais privilégier telle ou telle plateforme ou je vais privilégier TikTok et Pinterest parce que j'adresse pas les mêmes cibles, pas de la même façon et que pour moi elles sont hyper complémentaires et que les contenus que j'ai à valoriser s'y prêtent. Enfin, voilà, que vous puissiez faire votre marché et avoir votre propre grille d'analyse là-dessus. Une fois qu'on a parlé du public, une fois qu'on a parlé des plateformes, eh ben on va parler des objectifs. Et donc là, on rentre dans les considérations un tout petit peu plus techniques, sans forcément aller mettre les mains dans le cambouis, mais ça va vous permettre de voir un peu si on continue à dérouler la progression logique, comment on arrive sur ces trucs-là. Donc là, l'idée, c'est de se dire, déterminer les objectifs de campagne les plus pertinents, toujours au regard de vos objectifs stratégiques. Vous l'aurez compris, nous, notre enjeu est le prisme à travers lequel on va analyser toutes ces dimensions d'une campagne réussie, c'est toujours la question des objectifs stratégiques. Du coup, il y a 2 grands, objectifs stratégiques qui sont proposés sur, l'ensemble des plateformes. C'est la couverture ou la portée et les vues de vidéos. Le troisième est disponible uniquement sur, Facebook et Instagram. Donc pour, la couverture, du coup, le but c'est enfin l'objectif de la couverture, c'est de toucher un maximum de personnes, mais des personnes qui peuvent être intéressées, par la marque. Alors que, la notoriété de la marque, aura, pour objectif de toucher un maximum de personnes aussi, mais des personnes qui peuvent, plutôt retenir, la marque et s'en souvenir. Ensuite, on a aussi l'objectif de vue de vidéo qui, permet lui de favoriser les vues à, au moins 15 secondes ou des vues en entière de la vidéo. Donc bien plus adapté pour, quand on diffuse des vidéos parce que pour un objectif de couverture ou de notoriété de la marque, les vidéos seront pas regardées, sur une longue durée, mais plutôt que seulement, 1 seconde ou 2. Donc dès qu'on diffuse une vidéo, on recommande de privilégier l'objectif vue de vidéo et entre l'objectif, couverture et notoriété de la marque, on recommande d'utiliser l'objectif couverture si vous diffusez sur une seule plateforme et plutôt d'utiliser l'objectif notoriété de la marque si vous diffusez sur plusieurs plateformes. Donc en résumé, on a mis que l'objectif de couverture, il a un but, d'exposition, vous serez, visible, en masse. L'objectif vue de vidéo, ce sera, un peu moins, de visibilité, mais, de la visibilité plus qualifiée et l'objectif notoriété de la marque, lui, a pour, un objectif de mémorisation. J'aurais pas dit mieux. Bien résumé. Donc, alors on n'est pas rentré dans le détail des autres objectifs qui sont disponibles sur les plateformes, hein, parce que comme on l'a dit, on se focalise La exclusivement note sur la notoriété. Donc maintenant qu'on a le public cible, qu'on a la plateforme sur laquelle on diffuse, qu'on a l'objectif de la campagne qu'on va essayer de privilégier en fonction de vos enjeux, comme on le disait, est-ce que je communique sur une seule plateforme, j'ai un enjeu à faire de la puissance, d'aller toucher un maximum de personnes qui puissent être intéressées par la marque et auquel cas je fais de la couverture. Je suis OK avec le fait d'avoir un petit peu moins de puissance sur mon dispositif, mais par contre j'ai un enjeu à avoir des gens qui seront potentiellement plus qualifiés, j'ai des formats dynamiques, des vidéos qui sont relativement longues, dans ce cas-là je vais aller privilégier de la vue de vidéo. Ou alors, j'ai un dispositif qui est déjà très très puissant, je suis présent sur beaucoup de plateformes, je fais déjà du cross-canal ou de l'omni-canal et mon enjeu c'est plutôt la mémorisation et auquel cas je vais aller privilégier la notoriété de la marque. Maintenant, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va diffuser. Et c'est là qu'on va réussir à rentrer un petit peu plus dans le détail. Concrètement, une bonne créa aujourd'hui sur les réseaux, qu'est-ce que c'est? Nous, on a fait le choix de se focaliser dans le cadre du webinar sur plutôt de la vidéo parce qu'en fait, ça correspond à la très grosse majorité des contenus qu'on produit aujourd'hui et on a vu que globalement les plateformes évoluaient vers ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que le statique est pas pertinent, ça veut juste dire que il faut se poser la question de savoir si c'est la bonne créa pour le bon objectif. Mais donc là, notre enjeu, c'est de se dire quelles sont les caractéristiques communes des créas qui performent le mieux. Et donc, si on doit se poser la question de savoir demain, on a un enjeu à créer du contenu qui va bien performer sur des campagnes de notoriété, qu'est-ce que ça donne concrètement? On va vous montrer
trois campagnes qui ont très bien marché, qui ont super bien performé. Vous allez le voir, les chiffres sont quand même assez costauds. Mais notre enjeu, c'est de se dire, et c'est le petit jeu auquel on a envie de jouer avec vous ce matin, c'est de se dire quels sont potentiellement les trois points communs que vous pourriez trouver dans les trois contenus qu'on va vous présenter. Donc, le contenu numéro un, c'est un contenu qu'on a fait pour un de nos clients qui s'appelle Donna, qui est un contenu qui est assez divertissant, on va dire, dont la finalité est vraiment de mettre en avant le consommateur. Donc là, notre angle, c'est plus que de se dire on va mettre en avant le produit, on va mettre en avant le consommateur, avec un petit défi, un petit challenge qui est globalement des contenus qui fonctionnent plutôt très bien sur les réseaux. Et là, en l'occurrence, c'était de se dire on te donne des sandwichs, les fameux sandwichs triangles de Donna, en combien de bouchées est-ce que tu penses pouvoir les manger? Donc c'est une campagne qui a super bien marché, hein, vous le voyez, on a fait plus de 600 000 vues cumulées sur Meta et TikTok, 691 000 impressions générées au global sur la campagne, pour un budget investi qui est d'un petit peu plus de 600 euros, donc on est globalement sur des très bons indicateurs de performance. Le deuxième contenu qu'on voulait vous montrer, c'était un contenu qui était ce que nous on appelle globalement les contenus plutôt humoristiques. Donc là, on va être beaucoup sur surfer sur des trends, revisiter des mèmes, toujours en se posant la question de savoir comment on peut rendre le truc pertinent par rapport à l'univers de la marque. Donc là, on vous a mis un exemple d'une campagne qu'on a fait pour notre client Armor Délice, qui fait plus de 200 000 vues en cumulé sur Meta et TikTok, 230 000 impressions pour un budget global de 175 euros investis. Donc encore une fois, beaucoup d'expositions, grosse performance pour un budget relativement modeste. Et le troisième exemple, c'est des vidéos qu'on fait beaucoup à l'agence, qui sont les vidéos recettes, comme celles qu'on a pu faire pour Dossi. Pareil, un dispositif qui a plutôt très bien fonctionné, plus de 400 000 vues cumulées sur Meta et TikTok, 430 000 impressions générées pour un budget d'un petit peu moins de 350 euros. Donc, grosse puissance pour un budget relativement faible. Et donc, si on se pose la question de se dire qu'est-ce que ces trois contenus-là en commun, que ce soit dans la mise en avant du consommateur ou un angle avec un petit peu plus humour, trend ou un contenu plus pédagogique comme on va pouvoir l'avoir avec la recette, si vous aviez un pari à faire sur qu'est-ce que ces vidéos ont en commun, qu'est-ce que ça donnerait? Youhou, Lucie, ben oui. Euh, on vous donne la solution à notre énigme. Bon, déjà, tout ce qu'elles ont, le point qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont globalement toutes très bien performé. Mais surtout, ce sont des vidéos qui sont courtes, qui sont dynamiques, et le point le plus important selon moi, et sans toi libre de compléter Anaël, mais c'est le fait que l'univers de la marque est intégré de manière assez naturelle. On n'est pas sur le produit et la marque sont présents dans les contenus, mais on n'est pas sur sur du contenu qui viserait à mettre exclusivement le produit au centre. Il y a toujours un propos autour de ça et le produit vient servir le propos. Le produit s'inscrit dans un cadre qui correspond à ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateformes sur lesquelles on diffuse. Et donc, de ce fait, l'intégration de la marque se fait de façon beaucoup plus naturelle et on ne crée pas d'a priori négatif chez le consommateur qui va être exposé à cette publicité, puisqu'en gros, il le vivra comme quelque chose de beaucoup moins intrusif et quelque chose qui s'intègre de façon beaucoup plus naturelle dans son expérience utilisateur sur la plateforme quand il est en train de scroller dans son fil d'actualité. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est tout bon et oui, je confirme ce que tu disais sur, si on met trop la marque en avant, le contenu, il va paraître trop comme un contenu publicitaire et il sera pas regardé. Plus le contenu paraît organique, plus les performances sont bonnes, donc faut intégrer la marque, de manière, subtile. Donc pour résumer, vidéo courte, vidéo dynamique, intégration de la marque de façon naturelle et subtile, respect des codes de ce que les gens ont l'habitude de voir sur le réseau, et ça vaut pour Mmh. que ce soit des contenus qui font partie de votre ligne éditoriale, qui ont vocation à être amplifiés vers la sponsorisation, mais c'est aussi vrai dans le cadre de campagnes qui seraient des campagnes 100% notoriété avec des dark posts, hein. Mmh. Globalement, l'enjeu, si vous voulez que ça performe, on n'a pas mis d'exemple, mais par exemple, on a fait une très belle campagne pour Tipiak en fin d'année dernière, où c'était pareil. Globalement, on était sur des contenus très pédagogiques, intégration assez naturelle de la marque, gros dispositif d'achat média, que du dark post parce que la marque est pas présente au quotidien sur les réseaux, donc on a vraiment un enjeu d'activation ponctuelle et on a eu des super résultats sur cette campagne-là parce que globalement, les guidelines qu'on a posés là ont été respectés. La partie performance,
Donc maintenant que vous avez, créé votre campagne et que vous allez vouloir, définir, si elle a performé ou pas, il va donc falloir savoir, quel indicateur regarder. Donc pour une campagne de notoriété, les objectifs qu'on recommande, de regarder sont le CPM et le coût par vue qualifié. Donc le CPM notamment pour les objectifs de couverture et de notoriété de la marque comme on avait vu au début et le coût par vue qualifié plutôt pour l'objectif, vue de vidéo. Ensuite pour savoir si, ces indicateurs-là sont bons ou pas, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous avez diffusé et de, la taille de votre audience. Globalement, on estime qu'un bon CPM, c'est en dessous 1 € et un bon coût par vue qualifié. Coût par vue qualifié, vous pouvez déterminer si c'est à 50% ou à 75%, mais un bon coût par vue à 50%, c'est inférieur ou égal à 0,01 €. Un centime, quoi. Oui, voilà. Bien sûr, pour certaines plateformes, par exemple, le CPM, il sera plus élevé qu'1 € comme LinkedIn et ça ne veut pas dire que votre campagne n'aura pas marché. Et aussi, du coup, je l'ai précisé tout à l'heure, mais le CPM, il sera plus élevé sur une campagne de vue de vidéo que sur une campagne de couverture ou de notoriété de la marque. Mais pour autant, votre audience sera plus qualifiée, donc ce sera plus intéressant pour vous et au final, vos résultats seront quand même meilleurs. J'ai pas fait les ratios, mais sur les exemples qu'on a donnés qui étaient des campagnes de vue de vidéo, globalement, on est sur un CPM qui est autour d'1 €, Oh oui, tout est voire en inférieur à un dessous. euro, ouais. Ouais. Un autre petit point à prendre en considération, c'est effectivement en fonction de la plateforme, ça peut être amené à évoluer. En fonction de l'objectif, ces benchmarks-là peuvent être amenés à évoluer. Et il y a aussi la taille de l'audience, c'est ce qu'on se disait Mm. tout à l'heure. Globalement, plus votre audience sera réduite, plus les coûts vont avoir tendance à augmenter. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont importantes à prendre en considération quand vous évaluez les performances de vos campagnes, de pas vous arrêter à un benchmark qui serait des KPI qui seraient très statiques et très figés, mais bien prendre en compte l'environnement, donc la plateforme, et l'objectif et le ciblage qui peuvent être des, 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 hum, des critères qui amènent ce genre d'indicateurs à évoluer aussi. On arrive au bout du webinaire, donc on a quand même déblayé pas mal de choses, hein. Comment on identifie son audience cible, sur la base de quels critères est-ce qu'on peut essayer de définir qui on va toucher, essayer de se dire que on voit l'individu derrière l'acheteur et pas se contenter de regarder le truc à travers notre prisme marché, mais comment on fait pour élargir un peu, ouvrir un peu nos chakras, élargir la grille de lecture qu'on va avoir et essayer d'aller voir comment par triangulation on peut avoir une appréciation qui soit plus globale du public cible et de l'audience qu'on cherche à toucher. Une fois qu'on a ça, bien avoir un état des lieux ou en tout cas une vision assez exhaustive des différentes plateformes sur lesquelles on peut diffuser, des contraintes et des opportunités qu'il va y avoir sur chaque plateforme, définir la grille de lecture qui va être la plus pertinente pour vous en fonction de vos objectifs stratégiques pour pouvoir se dire bah je vais privilégier telle ou telle plateforme ou je vais aller sur ces deux plateformes-là parce qu'elles sont complémentaires et qu'elles me permettent d'adresser vraiment des enjeux qui sont stratégiques pour moi. Une fois qu'on est d'accord sur les plateformes, il y a la question des créas, enfin des objectifs, pardon, avant, bien définir l'objectif en fonction de est-ce que j'ai un enjeu d'exposition, est-ce que j'ai un enjeu de qualification, est-ce que j'ai un enjeu de mémorisation, et ensuite on arrive sur les créas en se disant qu'on essaie de respecter quelque chose qui soit court, dynamique, impactant, intégration la plus naturelle possible de la marque, respect de l'environnement et de la plateforme et des codes auxquels sont habitués les consommateurs sur ces réseaux-là. Et puis ensuite, a posteriori, les indicateurs à garder dans un coin de la tête pour évaluer la performance des campagnes en se disant que c'est dynamique, c'est pas figé. La plateforme sur laquelle vous diffusez, l'objectif que vous aurez choisi et la taille de votre audience peuvent influer sur ces choses-là, mais au moins d'avoir une première grille de lecture. Donc on a quand même déblayé pas mal de choses en 29 minutes. On n'est pas trop mal. Honnêtement, j'étais pas persuadé qu'on allait réussir à faire en 30 minutes, donc je suis content qu'on ait réussi à le tenir en 30 minutes. Sachez qu'on a, en plus de nos webinars et des posts qu'on fait sur LinkedIn, une super newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, qui s'appelle Hors Piste et qui propose du contenu toutes les semaines pour en apprendre plus sur le monde incroyable des réseaux sociaux.